Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode My Team avec BMW. Donc on va se retrouver pour le Grand Prix des USA. Avant ça, on va faire quelques petites améliorations en fait au niveau des infrastructures. On va essayer vraiment de chercher maintenant à avoir une barre dans chaque, enfin avoir en fait chaque infrastructure de niveau 1 complété. Ensuite, on continue un petit peu la recherche et développement pour continuer à améliorer notre véhicule. Ensuite, on va mettre des petites activités pour développer forcément le potentiel des infrastructures au niveau du moral ou du pilote ou récupérer un peu d'expérience. Tout ça, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Comme vous pouvez voir, on va avoir en fait une petite épreuve rétro avant plutôt le Grand Prix des USA qu'on fera ensemble. Normalement, c'est un véhicule et un mode de jeu qu'on n'aura encore jamais fait. Donc voilà, maintenant on va mettre le dernier truc aéro. J'ai longtemps hésité car il donne quand même pas mal de malus. Mais au final, je me suis dit, allez, on va le prendre quand même, tant pis, c'est pas grave. Parce que l'aérodynamisme, c'est vraiment une infrastructure qu'on veut beaucoup développer. Et surtout, c'est là où il nous manque le plus de pièces à développer aussi. Donc là maintenant, on voit en fait sur l'accélération du temps qu'on a quand même beaucoup de pièces qui étaient en cours On a d'amélioration bien reçu les ou nouvelles de pièces de conception. l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on voit que l'épreuve rétro en fait est au même endroit que le Grand Prix précédent, donc c'est un peu dommage. Ensuite ici, on va réfléchir un petit peu pour savoir est-ce que je prends tout de suite la dernière amélioration pour la chaîne motrice ou j'attends. Je décide quand même, allez, on la prend maintenant. Tout simplement, c'est comme ça, c'est fait. Maintenant, on va économiser l'argent pour la prolongation du pilote. Et si on a encore un peu d'argent, on prendra les dernières infrastructures qu'il nous manquera. Donc là, comme d'habitude, on va faire en fait une petite épreuve rétro ensemble où je ferai un petit récapitulatif historique pardon, de cette voiture. Et après, je vous parlerai un peu de mon ressenti de la voiture. Délaissons un instant les péripéties du championnat de Formule 1 et changeons de rythme pour assister à l'épreuve rétro du jour. C'est l'occasion pour nous de revoir en piste certaines des meilleures voitures de l'histoire du sport automobile et aussi pour les pilotes de montrer au public que leur réputation est bien méritée. Donc là, pour changer, ça va être du coup en fait une course poursuite. Donc c'est-à-dire que je vais avoir 3 tours pour doubler en fait tous les adversaires qu'il y aura devant moi. Ils auront des voitures moins performantes que la mienne, mais par contre, ils auront en fait un départ et un peu de seconde en fait par rapport à moi. Donc il va falloir quand même que je ne perde pas trop de temps au niveau des dépassements, parce que 3 tours, mine de rien, pour faire 4 ou 5 dépassements, ça reste quand même assez compliqué à faire, mais je pense que ça va le faire. On a quand même la Renault R26 de 2006. Et c'est parti tout de suite pour se retrouver sur la piste de Sochi où on va un peu expliquer l'histoire de cette R26 et l'histoire de Renault, car forcément ils ont une très belle histoire en Formule 1. Donc pour parler un peu de cette Renault R26, c'est assez simple, le châssis et le moteur sont façonnés par Renault. Ensuite, au niveau des pilotes, on avait Fernando Alonso et Fisichella en pilote, donc un pilote espagnol et un pilote italien. Le palmarès de cette saison pour la Renault R26, c'est une participation à 18 Grands Prix. Sur ces 18 Grands Prix, ils ont fait 8 victoires, 7 pôles et 5 fois le meilleur tour. Alors, ce n'est vraiment pas énorme de faire seulement 8 victoires sur 18 courses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 10 courses qui n'ont pas gagné, c'est énorme je trouve. Et de réussir en fait à remporter le championnat pilote et constructeur quand tu as gagné que 8 courses, c'est dire comme ça devait être serré avec les concurrents. Parlons-en justement de ces concurrents. Qui étaient-ils ceux qui ont fait en sorte que Renault arrive seulement à avoir 8 victoires? Et bah c'était Ferrari à l'époque de Michael Schumacher. Et forcément, même si Fernando Alonso a réussi à finir premier avec 134 points, derrière lui, qui le talonnait, il y avait Mick Schumacher avec 121 points. Ensuite, en troisième place des pilotes, on avait le deuxième pilote Ferrari, c'était Felipe Massa, qui avait 80 points. Et en quatrième place, on avait Fisichella, qui avait seulement 72 points. Donc c'est vraiment la régularité de Fernando Alonso qui leur a permis de réussir à décrocher en fait ce titre pilote.
Et grâce à la légère avance qu'il avait sur Michael Schumacher, ça a permis aussi à Renault de gagner le titre constructeur. Mais ça ne s'est vraiment joué à rien, car Renault a eu le titre constructeur avec 206 points, alors que Ferrari a fini deuxième avec 201 points. C'est dire comme c'était vraiment très serré en fait entre les deux écuries. Et là où on pourrait se dire ça a fait la différence, c'est sur les abandons, mais même pas, car chaque pilote a eu en fait seulement 2 abandons sur les 18 courses. Vraiment, que ce soit Fernando Alonso, Michael Schumacher, Felipe Massa ou Fisichella, tous ont eu seulement 2 abandons sur 18 courses. Ce qui fait en fait vraiment la différence, c'est qu'on a un Fernando Alonso qui a fait en fait 14 podiums, voire même 14 top 2, parce qu'il n'a pas fini une seule fois troisième durant toute la saison. Il a fait soit premier, il a fait premier, deuxième ou en dehors du podium. Il n'a vraiment pas fait de troisième place, donc il a fait en fait 14 podiums sur 18 courses possibles. Alors que Michael Schumacher a fait seulement 11 top 2 sur 18 possibles et un top 3. Donc c'est dire en fait la régularité qu'avait Fernando Alonso à décrocher en fait les 2 premières places. Sachant en plus de ça que Michael Schumacher n'a pas forcément gagné à chaque fois quand Fernando Alonso était deuxième, ou voire même plus bas dans le classement, ce qui a permis en fait vraiment à Renault de garder cette avance jusqu'à la fin. Là où on peut se dire en fait que ça s'est joué à pas grand chose, c'est vraiment quand on voit qu'au classement constructeur il y avait seulement 5 points qui différenciaient. Après, là où je pense ce qui a beaucoup fait la différence par rapport à l'écurie Renault par rapport à Ferrari, c'est grâce à vraiment Fernando Alonso. Parce que autant Fisichella a été en fait le plus nul des 4 avec seulement 72 points, c'est vraiment Alonso qui a réussi à ne pas en fait se faire dépasser entre guillemets sur les grands prix par Michael Schumacher et conserver du coup ce titre. Donc je trouve ça plutôt sympa parce que ça a été l'un des titres et surtout l'un des rares titres français constructeurs qu'on a eu en fait nous en tant que chauvin. Et forcément, vous connaissez tous cette couleur bleu et jaune mythique de Renault. Tout le monde a déjà vu cette petite voiture dans les magasins de jeux ou sur un rebord de meubles ou etc. chez quelqu'un. Car forcément, cette année 2006 a énormément marqué le sport automobile français. Sinon, pour en revenir du coup à notre petit essai de notre monoplace ici, bah ça change clairement parce que si vous vous rappelez bien, on avait une McLaren des années 88 je crois ou 86. Donc forcément j'avais une direction très dure, des freins pareil hein, forcément c'était une vieille voiture. Et là on se retrouve avec une voiture beaucoup plus récente, donc 2006. Et on voit hein, c'est des voitures très puissantes ici. On voit même que j'ai fait faire un tête à queue même carrément à un pilote. Je m'en souvenais plus. Ouais, c'est... En tout cas, elle était assez agréable à conduire. Effectivement, par rapport aux monoplaces d'aujourd'hui, tu vois que ça manque un petit peu de vitesse quand même. Mais franchement, j'ai été surpris par la facilité de conduite qu'on a quand même avec cette voiture. Donc, le défi a été réussi. J'espère que cette petite analyse sur la R26 vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de faire des petites recherches sur la R26 et d'y apporter un peu plus de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît. Et maintenant, on va passer à la suite. On va peut-être devoir fermer quelques infrastructures. Bon, forcément, comme d'habitude, je vais pas écouter ce qu'il dit. Et on va se retrouver tout de suite, accélérer le temps, pour aller au Grand Prix des États-Unis. Et là, on se retrouve tout de suite au poste de travail. On nous a annoncé de nouvelles directives techniques pour la saison à venir. On risque de voir tous nos efforts réduits à néant si on ne fait pas attention. Il faut donc essayer de limiter la casse. Pour les pilotes, tenez bien compte de nos développements pour nous indiquer les choses que vous souhaitez préserver. Bon, eh bien, c'est l'heure de se mettre au travail. Donc là, on vient de nous annoncer clairement qu'il allait avoir en fait une mise à jour à faire sur les pièces pour
une infrastructure de recherche et développement sur des pièces qu'on aurait montées. Donc je suis allé voir vite fait avant de lancer les essais libres. Et ça touchait en fait le châssis. Donc il va falloir en fait qu'on redépense des points de ressources dans le châssis pour tout ce qu'on a amélioré, pour en fait le remettre à niveau pour la saison suivante. Alors si jamais on ne fait pas ça, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va perdre la recherche et développement de cette pièce et il faudra tout recommencer à zéro. Donc autant profiter ici du fait qu'elle soit moins chère à redévelopper plutôt que de les perdre complètement et de devoir tout refaire à zéro, et surtout de perdre en puissance pour la saison suivante, parce que l'objectif là, quand on commence à voir qu'on a une bonne voiture, ça va être d'augmenter déjà la fiabilité qui est très mauvaise, mais c'est normal, on ne l'a pas amélioré dans cette première saison, donc on va essayer de l'améliorer un peu en deuxième saison, mais surtout ça va être essayer de se battre plus régulièrement pour les top 5. On voit sur les derniers résultats que c'est faisable, on a une voiture qui commence à être très puissante. Alors ça se reflète pas forcément sur le tableau des performances globales, parce que comme je l'ai dit, la fiabilité sur notre véhicule elle n'a pas été développée pour le moment, donc forcément on est très en retard là-dessus. Mais moi je le ressens, vous le voyez aussi sur les résultats, elle est quand même beaucoup plus puissante qu'au début, parce que maintenant l'objectif c'est clairement Q2 à chaque fois. Si je passe pas en Q2, c'est une grosse erreur de ma part et ça vient vraiment de moi et pas de la voiture. Donc là tout de suite on va se retrouver en Q1 pour faire un premier tour, jauger un peu la puissance de notre voiture, prendre un peu aussi nos marques forcément, parce que entre les essais libres, enfin entre la puissance de la voiture pendant les essais libres et la qualification, ce n'est clairement pas la même voiture. Donc là on va se retrouver tout de suite, ici on est sur le dernier secteur, on va voir un peu où est-ce qu'on va se positionner sur ce premier tour de qualification. Donc là l'objectif comme dit c'est vraiment de chercher la Q2, donc il nous faudrait un top 12 si possible. Attention on arrive ici sur la ligne droite, oh là 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 là, c'est très compliqué, on le voit tout de suite. Regardez, on va accélérer le temps et regardez, on est dans les dernières places. De toute façon moi je l'ai vu, à partir du moment où on est derrière les Alfa Romeo et les As, c'est que le tour il est très mauvais. Donc là on va tout de suite ressortir, remettre un train de pneus neuf, parce que j'allais oublier de le faire. Et on va essayer d'améliorer tout ça, on va essayer de comprendre un peu où j'ai perdu le plus de temps. Là on voit déjà que je suis légèrement, bon c'est pas grand chose mais je suis légèrement en retard, donc j'ai eu une mauvaise sortie de virage pour la réaccélération de cette grande ligne droite. Là ici à la réaccélération on perd de nouveau du temps, donc pour le moment c'est très mal engagé car on perd plus de temps qu'on en gagne. Donc là on va essayer de voir, peut-être ici que j'avais perdu beaucoup de temps, oui c'est ici que j'avais perdu beaucoup de temps. Cet enchaînement de virage gauche-droite est assez compliqué, on dirait pas comme ça mais c'est très compliqué, car si on est trop à l'intérieur on coupe le virage, donc on prend une pénalité et là en qualification le temps autour est complètement annulé. Mais par contre si on est trop à l'extérieur on va être obligé de tourner plus fortement et donc on a un risque de glisser avec la voiture. Et là vous voyez vraiment j'ai amélioré mon chrono de 1 seconde 5, c'est énorme. Vraiment je pense que j'ai pas trop osé pousser la voiture en fait en ce premier tour de qualif. Et sur le deuxième tour je me suis dit allez on y va, on lâche les chevaux, quitte à spinner ou à cracher la voiture, mais il n'y a pas le choix, il faut aller chercher des précieuses secondes. Ce qu'on a fait, et ça nous fait qu'on est à la 7ème place, donc ça se présente plutôt bien, même pour une Q3. Donc pour le moment, on va aller en Q2, c'est déjà le premier objectif de réussi. Mick Schumacher atteint la Q2 aussi, donc là tout de suite on lance notre tour de Q2, donc ça c'est le premier tour, on va jauger un peu la puissance de notre voiture. Donc là pareil que avant hein, on va essayer vraiment de faire un premier tour où on va pousser la voiture, mais je sais forcément que je n'oserais pas. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que si j'ai pas en fait déjà mon delta d'affiché, j'ai un peu de mal à à savoir si j'ai un bon rythme ou pas. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que sur ce premier tour j'ai toujours un peu de mal à trouver mon rythme, et sur le deuxième forcément j'améliore quasiment on va dire, parce qu'on peut pas dire tout le temps parce que c'est faux, mais quasiment tout le temps en fait mon deuxième chrono. Donc ici on a une grande courbe assez rapide où il faut faire assez attention, car pendant la course, je sais plus si je vous l'ai montré, mais il va pleuvoir, donc il va vraiment falloir en fait gérer cette pluie. D'ailleurs ce qui va faire un peu qu'on va un peu avoir du mal sur ce Grand Prix,
enfin sur ces qualifications, c'est que on a une voiture qui est réglée pour la pluie et pas pour le sec, donc on sera un peu plus lent. Et malheureusement, il y a eu une petite erreur en fait quand j'ai enregistré. Observons l'ordre de la grille de j'ai- départ de la course Du d'aujourd'hui. coup, j'ai pas en Lewis fait la fin Hamilton des part en qualifs pole et position, vous allez voir aux en côtés fait de Charles où on Leclerc. va se situer Derrière sur eux la sur grille. la grille, nous retrouvons Vettel, Sainz, Lando Norris et Perez, Schumacher, Mister Monaco, Albon et Valtteri Bottas, Stroll, Verstappen. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Antonio Giovinazzi et Ricciardo, Russell, Raikkonen, Romain Grosjean et Daniil Kvyat, Ocon, Magnussen, Gasly et Nicolas Latifi. Et donc, L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. comme vous pouvez le voir, nos deux voitures sont dans le top 10, mais ça ne s'est pas vraiment passé On comme est ça. en très bonne position pour remporter des points aujourd'hui. Faites ton mieux. Donc là, comme vous pouvez voir la météo, il pleut fortement dès le début, donc on va mettre les full white. On aura une éclaircie et après il fera sec, donc notre objectif ça va être clairement de pousser en fait les whites jusqu'à ce qu'on ait une piste un peu plus sèche pour mettre les intermédiaires. Pareil, pousser après les intermédiaires pour après se mettre sur les secs. Clairement l'objectif c'est de faire le moins d'arrêts possible, donc je pense qu'on va faire 2 arrêts, donc on va être en full weight, après on va faire un arrêt pour être en intermédiaire, pour refaire un deuxième arrêt et être en tendre. Sinon, pour revenir en fait un peu sur ce problème au niveau des qualifs, c'est que j'ai dû appuyer sur la touche et ça a annulé l'enregistrement malheureusement, donc on n'a pas pu en fait avoir la fin des qualifs. Sur mon deuxième tour, j'ai réussi à améliorer mon tour de qualif, mais j'étais seulement à la 11e place, donc j'avais en fait pas réussi à atteindre la Q2, comparé à mon coéquipier qui avait réussi à avoir la 8e place, mais grâce à une pénalité de Valtteri Bottas, il a pu passer à la 7ème place et moi grâce à 2 ou 3 pilotes qui ont eu des pénalités, j'ai pu me faufiler à la 8ème place, mais clairement c'était pas vraiment des qualifications très réussites parce que théoriquement je suis censé être dans le top 10 d'après ce qu'on me demande aux essais libres et là j'ai été sorti à la 11ème place, mais c'est pas grave, grâce aux pénalités on est quand même dans ce top 10. L'objectif va être clairement de ne pas sortir de ce top 10. Vous savez que sur la pluie, j'ai beaucoup de mal, mais j'ai travaillé vraiment un setup en amont sur la pluie. Donc je l'ai travaillé en fait en dehors du Grand Prix parce qu'il pleuvait pas pendant les essais, donc je pouvais pas m'entraîner sous la pluie aux USA. Donc je me suis entraîné en fait en contre-la-montre et mon setup est pas parfait, mais je le trouve vraiment très très bien. Je ne glisse pas beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de grip et je suis à l'aise sur la pluie, ce qui est très très rare, je vous le dis. Donc là tout de suite on va mettre le bouton de déplacement. J'ai hésité à mettre le mode risque mais je vais pas le mettre car il y a de la pluie, donc plus je mets de trucs et plus je risque de patiner, donc on va juste utiliser le RS. Et là regardez tout de suite, regardez comme mon départ il est plutôt correct, c'est pas le meilleur départ mais il est correct. Donc n'oubliez pas on est à la 8ème place ici, je me décide de faire l'intérieur et après je me souviens en fait, je me rappelle que ce virage est en fait très large au début mais très serré à la suite. Et ce qui fait en fait que je me rabats, et forcément je me rabats sur qui? Sur Lando Norris. Donc je prends un avertissement logique, par chance je n'ai rien cassé. J'ai en même temps gagné du coup 2 places. Mais c'était assez dangereux ce que j'ai fait, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié que ce virage là était large au début pour tout de suite se rétrécir fortement. Et du coup j'aurais pas eu la place de faire le dive boom comme je voulais au début. On va revoir tout de suite en fait le départ de cette course. On va voir ici que je perds même pas trop de temps sur le départ de la course, ce qui est rare. Regardez, je reste en contact et là on voit bien, regardez, je me mets à l'intérieur et là je me rappelle que non, j'ai pas la place. Du coup je me remets sur la file et forcément je percute un peu Lando Norris. Par chance tous les deux nous avons rien cassé. On peut continuer la course sans heurts. Donc ça c'est plutôt cool. Tout de suite on va se retrouver au 8ème tour car il s'est clairement rien passé. Et on est au 8ème tour, on est derrière Sergio Perez, on n'a pas gagné de place, on n'a pas perdu, il y a juste notre coéquipier qu'on a gagné un petit peu sur Lando Norris, mais comme vous pouvez voir, derrière ils ont clairement pas notre rythme. Et là tout de suite ici, je me loupe en fait au niveau du freinage, donc pour protéger en fait ma voiture, je préfère me mettre à l'intérieur pour faire un roue contre roue. Ça fait un dépassement très très agressif sur Sergio Perez. Attention ici, on glisse un tout petit peu la réaccélération, attention à ne pas perdre la position qu'on vient de gagner. Donc mon dépassement était certes très très musclé sur Sergio Perez, mais je n'ai pas eu d'avertissement, on n'a rien cassé tous les deux. Donc pour le moment c'est le principal, on voit bien tout le temps qu'il perd du coup à bien se déporter pour revenir sur la trajectoire. C'était musclé, certes, mais ça passe, hein, on va pas cracher dans la soupe.
Hein, ça nous fait une position de gagner. Ici on se retrouve du coup au niveau de la rentrée des stands. Donc là maintenant on va passer en intermédiaire. La piste elle a séché. L'objectif ici c'est de ne pas se faire bloquer. Et surtout d'espérer que les concurrents se fassent bloquer. Ouh là, attention, Sergio Perez a failli bloquer en fait une Ferrari. C'est vraiment joué à pas grand chose. Allez, on essaie de changer les pneus assez rapidement. Ici on met les intermédiaires, donc les pneus verts. Et on est toujours derrière Carlos Sainz et devant Perez. Mais Carlos Sainz a l'air d'être sorti un tout petit peu plus rapidement que nous. Car il me semblait qu'on était un peu plus en contact quand on est rentré. Mais c'est peut-être juste une impression due à la caméra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas abandonner Carlos Sainz. On va vraiment essayer de rester au contact. Et regardez ici, au 12e tour, on est vraiment très très proche. Attention, même je le percute légèrement. Mais par chance, je ne casse rien. J'ai vraiment beaucoup de chance car normalement, les ailerons ils cassent. Donc je sais pas pourquoi là ils cassent pas. Mais tant mieux, on va pas cracher dans la soupe comme je l'ai dit précédemment. Et ça nous fait un autre dépassement assez musclé. Mais forcément sur la pluie. Ici en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais une meilleure adhérence que lui ici en fait à leur accélération, j'avais plus de puissance et le temps ici en fait, regardez la vitesse que j'ai, regardez, vous voyez vraiment le delta de vitesse qu'il y a eu entre nous deux et c'est ce qui a fait que je l'ai légèrement percuté, donc c'était vraiment involontaire de ma part. J'ai vu en fait sur le replay avec un autre angle que mon aileron finalement était quand même abîmé, alors ça se retranscrit pas ici parce que c'est que ça doit pas influencer sur la direction de la voiture, mais j'avais bien mon aileron abîmé. On se retrouve du coup au 18e tour. Donc forcément là on voit que là sur l'entrée des stands on me dit de rentrer. Mais non, je ne vais pas rentrer hein. Je vais garder mes intermédiaires jusqu'à ce que la piste elle sèche. Eux ce qu'ils voudraient c'est que je fasse un double arrêt. Mais comme vous voyez, regardez, j'améliore, j'ai même pris le meilleur temps au tour. En plus de ça on est collé à Leclerc. Et ici on va faire l'intérieur. Oh là là, mais ouais, mais mes dépassements. Ouh là là, ici on glisse, attention, j'ai failli faire un tête à queue, mais on garde quand même la position. On a réussi à passer, toujours pas d'avertissement. Mais c'était limite. Mais franchement, j'ai fait seulement 3 dépassements pour le moment. Alors qu'est-ce qu'ils étaient agressifs. Même moi, je m'en veux un peu. Alors par chance, je n'abîme rien, mais c'est vrai que en fait, je fais des dépassements. Regardez là, regardez tout de suite, regardez comment moi ma voiture elle part complètement sur la gauche et celle de Leclerc part complètement sur la droite. C'était assez violent le choc. C'est assez bizarre que la FIA me mette pas d'avertissement pour collision, car là j'ai été assez violent. Donc là on est au 20e tour. On m'a demandé une nouvelle stratégie. Comme vous pouvez voir, il pleut plus, la piste est vraiment très sèche. Donc on va rentrer au stand en ce 20e tour. Je pense que mes concurrents derrière vont faire de même. Ici on voit devant nous que Lewis Hamilton rentre au stand. Et non, mais regardez. Oh là là, oh la disaster class de Carlos Sainz et de Charles Leclerc qui vont perdre énormément de temps à faire encore un tour en intermédiaire. C'était vraiment pas la bonne stratégie. On va ressortir en fait loin devant eux. Alors ça m'arrange car en fait je n'ai plus beaucoup d'essence, donc je vais pouvoir bien économiser mon essence. En plus de ça, on va quand même essayer de chercher pourquoi pas à garder le meilleur tour en course. Mais je pense pas que ça va être faisable car si j'économise mon essence, forcément j'aurai moins de puissance que les autres. Mais c'est pas grave, on va finir la course tranquillement. Je pense que on va être à une vingtaine de secondes. Ah non, même pas, regardez, ils sont bons, on est dans l'avant-dernier tour. Alors ils m'ont rattrapé parce qu'ils étaient à 6 ou 7 secondes il me semble de ma voiture. Mais ils m'ont rattrapé forcément, j'ai passé tous les derniers tours. Les 7 derniers tours en fait, je les ai passés à économiser mon essence. Mais attention car Sainz est quand même à moins d'une seconde de nous. Donc ça peut, on peut perdre notre place sur ce dernier tour. On va vivre ensemble ce dernier tour. Ici on voit que je fais un léger petit blocage de roue. À la réaccélération on est plus rapide que Carlos Sainz, ce qui nous permet en fait de le garder derrière. Mais là on voit vraiment qu'en vitesse de pointe il est un peu plus rapide que nous. Et c'est normal car n'oubliez pas, j'ai un setup pluie. Donc c'est à dire que j'ai énormément d'appui aérodynamique. Donc ce qui fait que je perds beaucoup de... Alors je vais pas glisser dans les virages, mais je vais perdre beaucoup de temps sur tout ce qui est des pseudo-lignes droites ou courbes rapides. Donc par exemple ce secteur là, ici c'est là où je vais perdre le plus de temps. Parce que ici en fait on a une longue courbe gauche et une grande ligne droite. Et regardez, attention, on voit même que regardez, il se rapproche, Carlos Sainz se rapproche, il va être à moins d'un dixième. Attention, il se décale à l'intérieur. Est-ce qu'il va nous faire l'intérieur en ce dernier tour? Est-ce qu'il va même nous dépasser en ce dernier tour? On va retarder un peu notre freinage, on va se mettre bien à l'extérieur pour lui laisser la place. On va enrouler, réaccélérer fort, on voit qu'on est vraiment côte à côte. Et là il va être obligé de se rabattre. On a un léger contact avec Carlos Sainz, mais ça reste propre, personne n'a rien cassé.
pas de tête à queue, rien. Attention, c'est l'avant-dernier virage. Ça reste tendu entre les deux pilotes. Mais qui va s'en sortir? J'ai dit l'avant-dernier virage, mais je me suis complètement trompé parce qu'ici on a la grande courbe rapide. Attention, il reste encore collé à ma boîte de vitesse et se rapproche fortement. Et ici on est à l'avant-dernier virage. Normalement ça devrait être bon, on va essayer de garder le plus de vitesse possible. Allez, on raccélère, oui c'est bon, il reste derrière nous. On va être sur le podium et c'est une magnifique deuxième place. On enchaîne vraiment les masterclass en ce moment. C'est assez plaisant car on a eu vraiment un tour d'Europe catastrophique. C'était très compliqué vraiment en Europe, hein. Mais là, ça y est, on revient bien. On a fait les bonnes améliorations. Et, avec la victoire d'aujourd'hui, et je vous laisse profiter de cette victoire. Encore une fois, merci de Mercedes. Mais cette fois-ci avec Lewis Hamilton. Et on se retrouve du coup à la fin de ce podium pour faire un petit débrief de la course. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Examinons le classement des pilotes. L'avantage du pilote leader au championnat vient de se réduire après cette course particulièrement difficile. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Ça ne peut être que Lewis Hamilton. Il a réalisé quelques exploits impressionnants aujourd'hui, même pour lui. Je sais que ce n'est pas l'avis officiel, mais je pense qu'ils méritent tous deux d'être sous la lumière des projecteurs. Ces deux pilotes étaient au top de leur forme aujourd'hui. Et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. Quel Grand Prix passionnant nous venons de vivre. Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je suis passé à la 5e place des pilotes. Donc c'est plutôt sympa. On voit que Mick Schumacher est toujours 18e avec seulement 7 points. Il va vraiment falloir qu'il ramène plus de points d'ici la saison prochaine. Sinon, on ne le conservera pas, franchement. Parce que je peux pas avoir 101 points et lui seulement 7, c'est pas possible. Ici on voit que du coup on reste seulement à la 7ème place. Et comme vous avez pu le voir, Mick Schumacher a dû abandonner suite à une casse mécanique. On dirait que tout est déjà joué. Vous pensez qu'on peut encore s'attendre à un changement? Ah bah ça c'est sûr que il va plus se passer grand chose, hein. On sait que Mercedes a gagné le classement constructeur, mais on va quand même essayer de chercher cette 5ème place au constructeur. Donc je vais faire mon possible, mais je n'ai aucune certitude. C'est à dire que on va essayer de faire bouger les choses, mais forcément il reste 2 grands prix, ça va être compliqué. Donc doubler plusieurs adversaires en soi, on en a doublé que 3 si je me trompe pas. On a doublé ah non, ouais, on a fait un premier gros virage où on a doublé du coup Lando Norris et Mick Schumacher, et après on a seulement dépassé Perez, Sainz et Leclerc en course. Alors encore un podium, c'est vrai que ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on va réussir à faire encore 2 podiums d'ici la fin de cette saison 1? Je ne sais pas, mais déjà franchement faire des top 5 voire top 10 serait déjà très plaisant pour finir cette saison en beauté. Bah, sous-estimé, pas forcément. Quand t'es rookie, que tu viens d'arriver, nouvelle écurie, personne peut penser qu'on est en fait à ce niveau-là. Forcément, bah, on ramène les bonnes améliorations. On avait une bonne souche grâce à Mercedes. Et à l'expérience aussi de BMW, n'oubliez pas, c'est que BMW avait déjà une expérience en F1, donc ça aide forcément. Ici on voit que je prends un point de plus à Lando Norris, mais forcément en qualif il avait un point de plus que moi, car il était devant moi, donc c'est toujours égalité parfaite, 28-28 entre les deux pilotes. Et il restera seulement une course pour nous départager. On voit ici qu'on ne remporte pas le titre de pilote du jour, donc on n'aura pas l'argent qui va avec. Et on n'aura pas les gains d'amélioration, de non-abandon pardon, de pilote, parce que Mick Schumacher a dû abandonner pour casse mécanique. Et on a pu voir aussi que j'ai pris un malus au niveau des paiements pour réparer l'aileron. Donc comme je vous l'avais dit, il avait bien été endommagé. On peut investir une partie de cet argent.
Donc j'espère que ce Grand Prix vous aura plu. En tout cas moi ça a été un réel plaisir de le faire. Surtout de réussir enfin à rouler sur la pluie sans que ça soit vraiment une galère. C'est vraiment très très plaisant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour suivre la suite et presque la fin de cette saison 1 du mode My Team avec BMW. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette course, de l'épreuve rétro et de si ça vous plaît ou non. Mes petites récapitulatifs en fait de la voiture que je présente en épreuve rétro. En tout cas merci de votre soutien. Et à plus, bye bye.